Bienvenue, aujourd'hui on explore un domaine passionnant et parfois un peu complexe, les droits liés à la photographie en France. Oui, un sujet qui nous concerne tous finalement dès qu'on appuie sur le déclencheur ou qu'on utilise une image. Exactement. On a consulté plusieurs sources qui parlent du droit d'auteur, du droit à l'image, des personnes, des biens aussi, et puis des licences. Tout à fait, de quoi y voir plus clair. Voilà. L'objectif, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Bon, alors, on y va. Allons-y. Le point de départ fondamental, c'est le droit d'auteur. En France, une photo, c'est une œuvre de l'esprit. C'est ça. Et elle est protégée automatiquement dès sa création. Pas besoin de faire un dépôt quelque part. Ou de mettre le petit CO. Non, pas besoin. C'est vraiment différent du système de copyright d'anglo-saxon, par exemple. L'auteur a le contrôle par défaut sur sa photo. Reproduction, diffusion. Donc, prudence si on trouve une image en ligne, même sans mention tout droit réservé. Absolument, il faut partir du principe que toute œuvre est protégée. C'est plus sûr. Mais l'auteur peut décider de partager plus librement, n'est-ce pas? Oui, heureusement. C'est là qu'interviennent les licences. Par exemple, les fameuses Creative Commons, les CC. Ah oui, on les voit souvent. Ça permet quoi concrètement? Eh bien, ça permet à l'auteur de dire « Ok, vous pouvez utiliser ma photo, mais sous certaines conditions. Par exemple, sans but commercial ou sans modification. » D'accord. Il y en a plusieurs types, je crois. Oui, 6 principales. Mais toutes, absolument toutes, demandent de citer l'auteur. C'est la condition by, la base. Et le terme « libre de droit », alors, on l'entend partout? Ah, celui-là, il est souvent mal compris. Libre de droit ne veut pas dire « faites ce que vous voulez gratuitement ». Ça peut cacher des licences payantes avec des conditions précises ou juste être utilisé de façon un peu floue. Donc, méfiance. Oui, les licences CC sont plus claires sur ce qui est permis gratuitement, mais toujours avec des règles à respecter. Bon, maintenant, passons à un sujet qui touche beaucoup de monde. Les personnes sur les photos. Le droit à l'image. Le fameux droit à l'image, oui. Est-ce qu'on peut par exemple photographier des gens dans la rue comme ça? Alors, il y a une distinction importante. Prendre la photo et la diffuser. Ah oui. Prendre la photo dans un lieu public, c'est souvent permis. Liberté d'expression, création artistique. Mais la diffuser, c'est autre chose. Si la personne est identifiable, reconnaissable, et que la photo lui porte préjudice, atteinte à sa vie privée, à sa réputation, là, elle peut s'opposer à la diffusion. donc le conseil c'est quoi? La prudence. Demander. Idéalement, oui. Si c'est possible, avoir un accord. Un accord oral, ça peut aller pour une photo prise sur le vif, sans intention commerciale. Et pour quelque chose de plus posé, Pour du posé, ou si le sujet est sensible, comme le nu, ou si l'usage est commercial, là, l'accord écrit, c'est beaucoup plus sûr. et les enfants, Ah, pour les mineurs, c'est très clair. Autorisation écrite des parents ou responsables légaux indispensable. Pas de discussion là-dessus. C'est vraiment une question de respect et de bon sens. d'accord, c'est noté. Et maintenant, si on photographie non pas des gens, mais des bâtiments, des sculptures dans la rue, on se dit que c'est plus simple. Eh bien, pas toujours. Ça dépend. Ah bon? Si une œuvre protégée, un bâtiment récent, une sculpture d'un artiste vivant ou décédé depuis moins de 70 ans est le sujet principal de la photo, Le sujet principal, c'est-à-dire au centre. c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste un élément de décor lointain. Si elle est vraiment au centre de l'image, alors en principe, il faut l'accord de l'architecte, du sculpteur ou de leurs ayants droit. D'accord. Sauf si l'œuvre est ancienne, dans le domaine public. Voilà, plus de 70 ans après la mort de l'auteur. Mais si l'œuvre est juste un élément accessoire, en arrière-plan, Là, c'est bon. là, en général, oui. C'est la théorie de l'accessoire. Mais attention, il y a des subtilités. Comme quoi? Un point assez fascinant, c'est l'éclairage nocturne des monuments. Prenez un monument ancien, donc dans le domaine public. Oui. Eh bien, sa mise en lumière la nuit peut être considérée comme une œuvre distincte et protégée. Sérieusement? Donc photographier la tour Eiffel illuminée la nuit, Ça peut nécessiter une autorisation spécifique pour l'éclairage si on veut diffuser la photo, surtout commercialement. L'exception de panorama en France est très limitée d'ailleurs. Usage non commercial par des personnes physiques en gros. incroyable ce détail. Et il y a autre chose d'important, non? Le droit moral. Exactement. On en parle moins souvent, mais c'est crucial. Même si l'auteur cède ses droits d'exploitation, reproduction, etc., il garde son droit moral. C'est-à-dire? Ça comprend 2 choses principales, le droit à la paternité, être cité comme l'auteur, et le droit au respect de l'œuvre, qu'on ne la modifie pas d'une façon qui la dénature. Et ça dure tout le temps. Tout le temps. C'est perpétuel, même après l'entrée dans le domaine public, et inaliénable. L'auteur ne peut pas y renoncer. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, une photo, en général,
protégé par défaut dès sa création. C'est ça. Pour l'utiliser, il faut soit l'accord de l'auteur, soit une licence claire, type Creative Commons. Oui, Pour les personnes sur la photo, leur accord est nécessaire si elles sont identifiables et si on diffuse l'image, surtout pour les mineurs. accord indispensable pour les mineurs, oui. Pour les bâtiments ou œuvres d'art, ça dépend si c'est le sujet principal et si c'est protégé par le droit d'auteur, avec le cas spécial des éclairages. Exactement. Et toujours, respecter le nom de l'auteur et l'intégrité de l'œuvre, le droit moral. Voilà une bonne synthèse. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je vous écoute. Avec la facilité déconcertante du partage numérique aujourd'hui, les réseaux sociaux, les modifications possibles avec l'IA, comment ce cadre juridique, qui a quand même été pensé pour un monde plus analogique, on va dire, comment est-ce qu'il s'adapte? Et surtout, comment est-il réellement appliqué face à ces pratiques massives et ultra rapides qu'on observe tous les jours sur Internet? C'est une vraie question, je trouve.